Ici Lorient. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. 80e anniversaire de la Libération. Radio Balise vous propose une série de rencontres sur les territoires de la Poche de Lorient. Bonjour à tous. Dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération de la Poche de Lorient, mon invité est Yann Raoul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la culture, vie associative et communication à Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène, oui. Et vous avez souhaité raconter l'histoire de la commune dans Sainte-Hélène sous le feu de la guerre, un petit ouvrage de 20 pages pour garder la mémoire de ces événements. Vous faites référence à plusieurs témoignages, notamment celui de l'abbé Le Tallec. Oui, en fait, ça, c'était le point de départ. Je me suis basé d'abord sur ses écrits. En fait, lui, il n'a jamais officié à Sainte-Hélène, mais il s'était lui-même basé sur des témoignages d'autres curés de Sainte-Hélène. Et après, j'ai voulu vérifier aussi toutes ces sources. Et puis voilà, c'est parti de là. Et après, j'ai voulu aussi donner la parole aux derniers Hélénois à avoir vécu la guerre et l'exil. Oui, ils doivent être rares maintenant. Oui, ils ne sont pas très nombreux, mais voilà, moi je trouvais ça intéressant. Bien sûr, de garder ces témoignages-là. Et alors, vous remontez le temps au 3 septembre 1939, mais on ne va pas pouvoir détailler tout ce qui s'est passé à Sainte-Hélène pendant cette période. Alors, avant de parler plus précisément de ce qui s'est passé après le 12 août 1944, jour de la formation de la Poche, Sainte-Hélène voit arriver les Allemands à quelle date Alors en fait, c'est à partir du 20 juillet 1942 que les Allemands investissent les maisons du bourg et des alentours. Il y a un officier et 2 soldats qui logent au presbytère. Et puis après, après les Allemands contrôlent les entrées de Sainte-Hélène. Et vous voyez aussi arriver des réfugiés lorientais. Oui, alors ça c'est un peu plus tard. Donc après les premiers bombardements sur Lorient. Donc on a. En fait, c'est entre le 14 janvier et le 13 février 43 que la ville de Lorient est totalement anéantie, ainsi que plusieurs villes voisines. Donc on peut citer Lanester, évidemment, Port-Louis, Guidel, Hennebont, Pleumeur. Et c'est à partir de ce moment-là que Sainte-Hélène voit sa population doubler. Parce qu'à l'époque, vous étiez combien à Sainte-Hélène d'habitants ? Alors, à l'époque, il y avait environ 700 habitants. Oui, c'est un petit bourg. Oui. Et on va faire un petit écart sur la commune de Merlevenez, parce que je pense qu'il y a un site qui est quand même intéressant à Mané-Arouette. Alors, Mané-Arouette, effectivement, Mané-Arouette, c'est une butte qui est située sur la commune de Merlevenez, mais qui permet de contrôler l'entrée de Nostan. Et donc, cette butte de Mané-Arouette a été, on va dire que les Allemands ont pris le contrôle en fait de cette butte. Ils s'y sont installés. Et il faudra attendre bien après, le 8 août 1944, pour que les résistants prennent à leur tour le contrôle de Mané-Arouette. Et actuellement, on peut visiter le lieu et il y a une plaque commémorative ? Alors oui, il y a une plaque qui a été... alors je ne pourrais pas vous situer la date de la pose de cette... Enfin bref, c'est un lieu de recueillement. C'est vrai que c'est un lieu chargé d'histoire. Enfin, c'est vraiment très, très particulier comme ambiance. En 1944, vous décrivez l'année de la destruction et de l'exil. Oui. Alors pourquoi la destruction ? Parce qu'on va le voir, il y aura des bombardements. Et l'exil, parce que les habitants de Sainte-Hélène sont priés de partir. Alors en fait, tout démarre le 11 septembre 1944. L'église est bombardée. Et par la suite, ce sont toutes les maisons du bourg en fait, qui vont être touchées et incendiées par les Allemands. Donc c'est à partir de là que les habitants du bourg vont se déplacer. Bon, après, ça s'est fait... je passe les étapes. Donc, les écoles ont été réquisitionnées bien avant. Oui. Donc, la classe se faisait déjà en dehors du bourg, plutôt en allant vers la vieille chapelle, donc à 2 kilomètres, presque 3 kilomètres du bourg. La classe avait lieu dans des granges, dans des chapelles, enfin à la chapelle de Pierre David, par exemple.
Donc là, ce jour-là, ce 11 septembre 1944, l'église est bombardée. Et puis après, les jours suivants, ça continue en fait. Donc quasiment toutes les maisons du bourg vont être détruites et incendiées. Je crois que d'après ce que j'ai pu constater, donc il ne restait plus que... Enfin, il y a eu 6 ou 7 maisons d'épargnées uniquement. Et même au-delà du bourg, en fait, quand on sort du bourg, il y a un village... dans les hauteurs qui s'appelle Kerzer, et tout le village a été détruit et incendié. Alors la résistance se met en place le 25 janvier, il y a la formation du camp de Kerkadik. Oui, effectivement, alors ça c'était un peu avant, en fait, la formation du... En fait, c'est en 1944, voilà, la formation le 25 janvier, effectivement, que se forme un camp de résistance à Kerkadik. Alors Kerkadik, faut expliquer un peu, c'est vraiment loin du bourg. Hein, c'est une à peu petite pointe là en fait. Oui, voilà, c'est une pointe qui donne sur le Verdon, c'est-à-dire la commune en face, c'est Locoal-Mindon. Hein. En haut de la Ria, on va dire. Oui, c'est ça. Et justement, le 6 août, vous nous dites que les Allemands ont fait sauter le pont principal de la route Sainte-Hélène-Nostan. Donc là, c'est déjà une rupture. Le pont principal de Sainte-Hélène a été détruit effectivement le 6 août 1944. Et c'est donc 2 jours après que les résistants, eux, de leur côté, ont pris le contrôle de la butte de Manervat. Et on parle de la formation du front de Sainte-Hélène. Alors... Oui, je sais, c'est que le camp s'est formé à Kerkadik et dans le village le plus proche, c'est-à-dire la ferme située au Manéo, sur l'autre côté de l'étang. En fait, il y a un étang qui sépare Kerkadik du Manéo. Et donc, c'est là qu'ils ont, au château, ce qu'on appelait le château de Tristan, qui n'était pas vraiment un château, c'était plus une maison bourgeoise, qui appartenait donc à un certain Firmin Tristan, qui était fils d'ostréiculteur et entrepreneur. En fait, il a été maire de Groix, il a été conseiller général, il a été ensuite élu député du Morbihan. Enfin bref, c'est quelqu'un qui pendant cette période, en 1944, résidait à Sainte-Hélène. Et donc c'est son château, enfin sa grande maison qui a abrité en fait les patriotes et qui il cachait des armes, les armes qui avaient été parachutées dans la région, et notamment sur l'autre rive en fait. Il larguait des munitions à Pluvigné, notamment. Que le 2 septembre arrive une visite qu'on n'apprécie pas beaucoup. C'est le général Farnbacher, qui est commandant de la poche de Lorient, qui vient en voiture à Sainte-Hélène. Oui, c'est ça. En fait, il y a un groupe de patriotes qui envisage de supprimer... D'attaquer. D'attaquer le convoi du général... à l'amant, et donc ils échouent. Ils étaient 7 contre une quarantaine. Oui, c'est ça, voilà. Ils avaient peu de chance. Et à partir du 9 septembre, les Allemands déclenchent une violente attaque sur Sainte-Hélène. Oui, c'est ça. Les bombardements ont démarré avant le 11 septembre, mais c'est vraiment le 11 que l'église est touché et que les Hélénois commencent à quitter le bourg. Et donc, ils vont se réfugier, pour beaucoup, à la Vieille Chapelle. Enfin, d'abord Kerkadik, Kerdavid, Mané-Élec. En fait, l'idée pour les Hélénois, c'est quand même de quitter le territoire et de traverser la rivière pour rejoindre Locoal-Mindon. Et c'est ce qu'ils font tous. D'après ce que j'ai trouvé, il n'est plus resté que 11 personnes à Sainte-Hélène. Et c'était pour la plupart des personnes âgées qui résidaient seules et qui sont restées jusqu'au bout, en fait. L'église donc a été incendiée parce qu'elle servait de poste d'observation. Alors ça, c'est plus tard, oui. C'est le 16 octobre 1944 que les patriotes ont fait le choix de dynamiter le clocher, qui constituait un point de repère pour les soldats allemands. Et donc, en tombant, les 3 cloches se sont brisées et ont endommagé l'école voisine. Enfin, après, de toute façon, il restait plus rien dans le bourg. Tout avait été détruit, dévasté
C'est ensuite la fin de l'occupation allemande à Sainte-Hélène. Oui. Comment s'est passé le retour à la vie avec la paix signée? Vous avez... Là, j'ai lu des témoignages. Oui. Certains disaient qu'ils ne voulaient plus en parler parce que ça avait été trop dur. Donc, ça n'a pas été facile. Alors, ça a été très... moi, je vois bien dans ce que j'ai récolté. J'ai eu beaucoup de mal à faire parler certaines personnes parce que c'était vraiment trop dur, en fait. Ce sont des personnes qui ont tout perdu et qui ont vécu après pendant plusieurs mois en dehors de Sainte-Hélène. Il a fallu se reconstruire, trouver un emploi, trouver aussi où se loger. Il y a eu des baraques provisoires qui sont installées dans le bourg. Alors oui, ça c'est bien après que les premières baraques ont été installées sur l'actuelle place des anciens combattants. Y compris la mairie, parce que tout avait été détruit. Et puis là, la vie est revenue petit à petit avec des baraquements dans les baraques, il y avait même des commerces. Oui, des écoles aussi. Oui. Voilà, il y avait une baraque pour faire classe. Enfin voilà, ça s'est fait par étapes, forcément. Et l'église, il y a une photo où on voit l'église, évidemment avec des tas de pierres à terre, mais oui. Passant devant, on voit des communiantes. Donc la vie repart, quoi. La vie repart, effectivement. Et puis là, j'ai commencé à travailler sur l'après-guerre et la reconstruction. Et donc là, j'ai recueilli le témoignage de plusieurs Hélénois qui ont vécu en baraque et qui sont restés très longtemps, en fait, parce que je crois que les dernières baraques, elles sont restées en place au milieu des années 70. Parce qu'il me semble qu'il y en a encore une à Merlevenez. À Merlevenez, c'est possible. Il en reste une à Sainte-Hélène aussi, sur la route de Plouhinec. Alors, elle a été déplacée, parce que c'était à l'origine, c'est la municipalité qui l'avait installée dans la cour de l'école, Georges Morin. C'était en quelque sorte la baraque qui abritait le directeur de l'époque. Et puis, c'est un particulier qui l'a racheté et l'a déplacé, l'a démonté et l'a remonté chez lui, un peu plus loin, à une centaine de mètres de l'école. Et qu'est-ce que la commune a prévu de faire pour les célébrations ? Alors, en fait, comme l'année dernière, l'association des anciens combattants intervient dans les écoles. Il y a vraiment un travail qui a été fait avec les scolaires. Et du coup, il est prévu de les faire intervenir. Je sais qu'il y aura... je ne peux pas vous donner le détail, mais il y aura... les enfants vont évidemment participer aux cérémonies du 8 mai. Et puis, et voilà. On en a profité aussi pour l'année dernière pour rénover le monument aux morts qui avait été bombardé. Et il se trouve qu'il a été déplacé en 1973. Et donc... mais sans sa grille d'origine qui avait été détruite lors des bombardements. Donc, on a trouvé un ferronnier qui a refait la grille de protection à l'identique, à partir de photos d'archives. Ah, c'est bien. Mm-hmm. Et il n'y a pas un morceau d'obus aussi, juste à côté ? Alors, dans la tour de l'église, oui, on voit encore l'impact d'un obus, oui. Ce fascicule de 20 pages, j'ai vu que si... alors, je dis ça pour nos auditeurs qui voudraient en savoir plus. Si on va sur le site de la commune, en allant dans un bulletin municipal, on pouvait... Oui. Alors, oui, effectivement, le magazine est accessible à tous. On peut Alors, il existe aussi en version papier. On en avait sorti plusieurs centaines d'exemplaires. Et tous les Hélénois, d'ailleurs, l'ont reçu chez eux parce qu'on trouvait important justement que Sainte-Hélène ne soit pas une commune sans mémoire. Pour moi, c'était important de travailler sur ce thème. Donc, c'est le bulletin municipal de janvier 2024 et on mettra l'adresse du site sainte-hélène-sur-mer.bzh. Merci Yann Raoul pour cette évocation de Sainte-Hélène pendant la guerre. Merci à vous. Ici Lorient, une série d'émissions à retrouver sur le site de Radio Balise et de Lorient Agglomération.